Salut! On est enfin rendu à analyser la situation budgétaire. Il y a trois façons d'y arriver avec notre outil budgétaire qu'on a créé en utilisant Google Sheet. La première façon, c'est d'utiliser le tableau détail qui permet tout simplement de filtrer puis d'aller regarder le détail de tous les comptes confondus avec tous les propriétaires et toutes les années confondues. Donc ça, c'est la première solution qui est relativement simple, mais qui donne beaucoup d'informations par rapport à ce qu'on pourrait vouloir voir. La deuxième option, la plus facile puis la plus utile pour la plupart des gens, c'est d'utiliser la feuille budget. Donc on va aller voir ça également. Et la troisième option qui va faire l'objet d'une autre vidéo complète parce que c'est vraiment des fonctions plus avancées que juste d'écrire des formules de plus et de moins et de multiplication dans une cellule. On parle des tableaux croisés dynamiques dans Google Sheet. Et ça, c'est un petit peu plus complexe parce que si on prend Excel, par exemple, Excel est plus performant dans ses tableaux croisés dynamiques. On peut changer beaucoup plus de choses, beaucoup plus facilement. Alors qu'avec Google Sheet, la courbe d'apprentissage est peut-être un petit peu plus grande. Alors, on va le garder pour une autre vidéo, mais sachez que ces trois options-là qui nous permettent d'analyser notre situation financière. On commence tout de suite avec la première façon, utiliser la feuille tableau détail. Déjà, on va dans la feuille détail. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, la feuille détail ici, on peut cliquer dessus et on voit que toutes les informations de tous nos relevés sont importées ici. Et si on regarde le message en haut, qui normalement devrait être en français, puisque vous écoutez cette vidéo-là en français, c'est que les formules de la ligne 5 sont des formules qui sont, je dis, fragiles, parce qu'il ne faut vraiment rien changer. C'est vraiment tout fait, tout canné pour que ça aille chercher l'information par rapport au titre des colonnes qui se trouvent dans toutes les feuilles import de 1 à 10. Tout ça pour dire que vous ne pouvez pas utiliser la feuille détail à proprement parler pour créer des filtres parce que les formules sont dans la ligne 5 et que de créer un filtre ne changerait absolument rien sauf créer des bugs. Alors, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, si vous regardez en bas, vous avez juste à côté tableau détail et si vous voyez ce que j'ai fait, c'est exactement la même chose. OK? Mais vous remarquerez qu'il y a une ligne verte dans ce cas-ci. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air sur votre écran, mais dans mon cas, c'est la ligne verte. Et si vous vous rappelez les tutoriels sur les filtres, la zone de filtre qu'on doit rechanger quand on importe les informations, vous allez voir que toute cette zone verte, la belle petite ligne verte maintenant ici qui descend, c'est ma zone de filtre. Alors, tout simplement, ce que j'ai besoin de faire, si mes noms de colonnes n'ont pas changé, alors si l'ordre des colonnes est la même, donc si vous n'avez rien changé vous-même, il n'y aurait pas de raison que ça ait changé. Alors tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de revenir dans la feuille détail. Vous allez sélectionner la cellule A5, qui est la première cellule avec des données, tout affiché. Vous allez faire notre bonne vieille méthode de CTRL-SHIFT. On s'en va jusqu'au bout de la ligne en appuyant à droite. On sait que la dernière colonne, c'est importance, CTRL-SHIFT toujours, flèche en bas jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Là, on voit que j'ai dépassé les valeurs, mais c'est pas grave. Tant que mon autre feuille de tableau détail a la même surface, donc le même nombre de lignes, on va être correct. Si jamais vous voulez pas vous compliquer la vie, vous pouvez juste remonter en gardant CTRL-SHIFT enfoncé, puis revenir avec la flèche en haut. Rappelez-vous que quand on appuie sur CTRL et qu'on utilise les flèches, ça nous amène à la prochaine, à la dernière cellule qui contient de l'information. Donc dans ce cas-là, pouf, ça nous ramène à la dernière. On peut valider qu'on a bel et bien toute la zone voulue. Oui, j'ai ma colonne importance, j'ai ça ici, ça c'est tous des zéros qui sont simplement significatifs que les formules fonctionnent encore. On va faire CTRL-C pour tout copier. Mais là, l'astuce, quand on va aller dans tableau détail, ici, c'est que on va revenir sélectionner la même cellule de départ. Donc, on parlait de A5 tout à l'heure. Et là, on va faire CTRL-SHIFT-V. Alors, pourquoi? Si vous vous rappelez, CTRL-SHIFT-V, ça nous fait copier uniquement les valeurs. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas les formules dans ce cas-là. Et ça va nous permettre de voir tout simplement les informations en valeur. Ce qui me resterait à valider, c'est de regarder si ma ligne verte pour ma zone de filtre, si elle va jusqu'en bas. Comment je vais faire?
tout simplement. Je clique n'importe où dans mon tableau, je fais CTRL, flèche en bas, et voilà. On voit ici que ma ligne verte, elle est même plus bas que l'information que j'ai, et ça, c'est parfait. Si vous voulez ensuite nettoyer ces données-là pour une plus grande facilité, par exemple en éliminant les cellules qui seraient vides, alors je pourrais juste venir dans date, tout effacer, chercher pour les vides ou non. Voilà. Et ensuite, je pourrais venir sélectionner toutes mes lignes, CTRL- pour supprimer les lignes, et là, ça vient de m'enlever tout ça, m'enlever ce qui était vide, je resélectionne tout et je pèse sur OK. Voilà. Alors là maintenant, ma zone de filtre est jusqu'en bas de toutes les valeurs qui ont une date, donc qui sont bonnes. Comment je fais après ça pour analyser ma situation financière? Ben, c'est là que la polyvalence et la flexibilité d'utiliser Google Sheet rentrent en ligne de compte pour différentes raisons. Si vous êtes un petit peu féru dans la création de formules, vous allez pouvoir vous en sortir facilement en claquant des doigts. Puis vous allez pouvoir faire vos propres tableaux de bord et compagnie. Alors voilà, vous allez simplement cliquer ici sur le plus, qui est derrière ce qui apparaît quand j'appuie sur une touche. Alors, ajouter une feuille. Et là, vous avez une belle feuille vierge. Vous pouvez la renommer dashboard ou tableau de bord ou tigidou, peu importe le nom que vous voulez donner à cette feuille tant que ça résonne pour vous. Et là, ben, vous allez pouvoir tout simplement venir rentrer vos chiffres à la main ou créer des formules à partir de tableaux de détail. Disons que je veux isoler les transactions. Donc, je cherche qu'est-ce qui se passe dans les comptes. On va dire dans mes comptes à moi. Donc, je vais sélectionner mon compte Desjardins courant. Et là, vous voyez que ici, ça vient sélectionner tout. Mais là, ici, je ne veux pas avoir ces dates-là. Donc, ici, je vais filtrer par condition. La date est postérieure à, puis je vais mettre date exacte. Et 2024 0101, Enter. Non, il faut que j'aille jusqu'en bas. Alors, dans ce compte-là, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de transactions qui ont été faites parce que c'est un compte que j'utilise rarement. C'est mon compte juste pour les urgences. Et là, vous pourriez tout simplement soit tout sélectionner les montants et vous voyez la somme qui est ici cachée derrière mon visage. Alors, ici, on pourrait voir justement la somme de tout ça pour cette période-là. C'est un des exemples. On n'utiliserait pas vraiment la vue détail, sauf pour chercher vraiment la liste des transactions, voir s'il y a un bug quelque part. Et ce serait plutôt utile si on se créait vraiment un dashboard avec des formules, avec des listes déroulantes, ce que, comme j'ai dit, pourra faire l'objet d'un autre tutoriel. Deuxième méthode, tel que promis, la feuille budget. Alors ça, c'est la face du petit bonhomme qui a des signes de pièces dans les yeux et une langue en argent qui sort. Pourquoi? Parce que c'est drôle puis c'est le fun d'avoir ces petites choses cute là. Alors cette feuille-là, ça va être la feuille la plus utile présentement jusqu'à ce que vous créiez votre propre dashboard, votre propre tableau de bord. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est vraiment que votre budget de trésorerie ou de liquidité, ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas familier avec les termes comptables, comme je l'étais avant de commencer une entreprise il y a 8 ans, la trésorerie, c'est ce que imaginez un coffre au trésor, puis vous avez de l'argent qui rentre dedans, puis là, ben, des fois, il faut prendre des pièces d'or puis du trésor pour payer d'autres choses. Donc, c'est vraiment l'argent que vous possédez, que vous avez accessible pour payer vos comptes, puis ce qui va rentrer dans le coffre au trésor. Donc, si vous en sortez plus que ce qui devrait rentrer, votre coffre va finir par être vide. Et qu'est-ce qui arrive quand que les pirates ont un coffre au trésor qui est vide? Mutinerie! Alors, on veut évidemment pas ça. On fait une analogie avec les pirates juste pour essayer d'illustrer la situation financière d'une façon qui est facile à comprendre. Puis que l'idéal, c'est qu'il y ait toujours un petit peu plus d'argent dans le compte ou dans vos comptes totaux. Et là, on parle de compte de bilan, donc c'est par exemple vos actifs. Alors, si vous avez des surplus d'argent constamment, ben ça vaudrait la peine qu'au lieu de vous dire « Ah, je vais pouvoir partir en croisière dans le sud en mars », c'est votre choix, c'est votre choix. C'est pas, en tant qu'ancien conseiller en sécurité financière, je ne vous le recommande pas tant que vous n'aurez pas mis suffisamment d'argent de côté pour votre fonds d'urgence, votre retraite, les études de vos enfants, puis c'est pas mal ça.
Fait qu'une fois que ces 3 éléments-là sont couverts puis que vous avez encore des surplus, ben génial, vous êtes en business, dépensez votre argent allègrement comme vous le voulez, faites rouler l'économie, puis surtout achetez les outils d'évolution héroïque, puis nos programmes aussi, parce que ça pourrait encore plus améliorer votre vie à long terme, et ça va durer beaucoup plus qu'une croisière de 10 jours. Alors, la date de début du budget, ça c'est tout simplement pour dire à notre outil, c'est quand que vous voulez commencer l'historique. Puis là, logiquement, si vous n'avez pas rempli vos transactions à partir de cette date-là, ben mettez une date plus tard. Okay? Donc, si ça vous tente d'avoir un historique de juste 3 mois, ben mettez la date où est-ce que vous avez commencé votre historique. Alors, si c'est pas clair ce que je veux dire, là, quand vous retournez dans la feuille config, les comptes, la date de début, c'est ça que vous voulez avoir. Il faut que votre date de début soit un petit peu avant la date de début du budget. Okay? Sauf si vous n'avez pas besoin d'historique. Si vous n'avez pas besoin d'historique, faites juste commencer le 1er janvier de cette année ou peu importe la date que vous choisissez, vous écrivez ça là. Les autres, c'est optionnel ici. Donc, le solde des comptes courants en date la date qui est là, vous pouvez y aller à peu près. C'est juste pour nous donner une idée de votre trésor, il commence avec combien de pièces d'or dedans. Puis après ça, à partir de ça, on va pouvoir continuer. Puis, si vous avez utilisé toute la même date, mettons que tous vos relevés sont issus de la même date. Si je m'en vais dans Config Setup, puis dans ma feuille Compte et Institution, ben ici, je pourrais voir mes dates. Donc ici, vous voyez, celui-là, il commence, parfait. Lui, il commence en mars 2022, donc ça couvrirait celui-là. Fait que si je voulais, je pourrais tout faire commencer justement au 1er janvier 2023. Et là, le défi pour moi, ça serait de faire la somme de tout ça. Donc, de m'assurer que, bon, combien d'argent est-ce qu'on avait dans grosso modo, quand on fait la somme de tout ça. En gros, si je fais tout ça, mais qu'en date du 1er janvier 2023. Je sais pas si c'est clair, là, mais en gros, vous voulez savoir, c'était quoi on va dire, vos actifs nets financiers, okay? Juste votre argent dans vos comptes. Alors, combien d'argent est-ce que vous deviez sur vos prêts, sur vos cartes de crédit? Puis, combien d'argent est-ce que vous aviez de disponible dans vos comptes courants? Ça, c'est optionnel. C'est juste pour nous dire, bon, les ressources disponibles, c'est ça, au départ. Puis après ça, selon la fluctuation, ça va nous mettre un message d'erreur si jamais on descend en bas d'un certain seuil. Puis après ça, un gros message d'erreur si jamais ça arrive à 0 quelque part dans les 12 prochains mois. Parce que ça veut dire grave danger financier. C'est ça qu'on essaie de voir. On veut savoir, est-ce que vous êtes vraiment en sécurité financière ou en insécurité financière? C'est ça tout l'objectif de notre outil. En plus de vous dire si oui ou non vous pouvez vous permettre de profiter de nos services. On espère que oui. Alors, voilà, le solde des comptes courants à cette date-là. Moi, j'ai mis 15 000 parce que vous avez vu les chiffres. Là. C'est grosso modo, on va dire que c'est ça qu'on avait. Le solde minimal à conserver, si vous regardez le message, c'est que dans certaines institutions financières, vous avez un solde minimal que vous pouvez garder dans vos comptes pour vous éviter les frais. Puis quand on parle de comptes qui ont des frais d'au moins 10$ par mois, c'est 120$ par année. 120$ par année, là, si vous voulez parler de dépenses puis de petit bonheur de la vie, là, c'est un petit restaurant avec votre amoureux, là, avec bouteille de vin inclus. Bon, évidemment, faut pas qu'elle soit trop chère, bouteille de vin, là, mais ça vous donne une idée. 120$, c'est un plein d'essence qui nous permet de faire à peu près 600 km, donc d'aller voir des amis à Québec, par exemple. Bon, si vous voulez, à Carleton, bien sûr. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée de c'est quoi le total des sommes minimales que vous devez garder dans tous vos comptes pour vous éviter les frais. Okay? À titre d'exemple, dans notre compte courant, je pense que c'est 3000$ qu'il faut toujours qu'on ait. Il ne faut jamais dépasser. Il ne faut jamais descendre en dessous, sinon ils nous chargent des frais dans ce mois-là. Puis là, il y en a d'autres comptes, c'est 1500, 1500. Fait qu'on fait le total de tout ça. On estime à peut-être 7500. Ce solde minimal-là, vous allez l'inclure dans votre fonds d'urgence. Wow, Sébastien, c'est quoi un fonds d'urgence? Je vais faire d'autres capsules sur ça, parce que là, on parle vraiment d'éducation financière et qui va au-delà de juste faire un budget. Alors, fonds d'urgence, comme on le dit, c'est tout simplement votre coussin financier que vous devez garder relativement accessible. Donc, vous ne le mettez pas dans un compte à risque, comme de l'investissement dans
la crypto-monnaie ou des actifs, des actions d'entreprise qui sont douteuses, vous le mettez dans des comptes qui sont pas gelés, donc pas de compte de placement garanti, ce qu'on appelle les CPG. Vous ne mettez jamais ça là-dedans, mais vous pouvez le mettre dans un CELI à un risque moyen, vous pouvez ou faible. Donc, bref, comme j'ai dit, on va reparler du fonds d'urgence une autre fois. Dans notre cas, c'est le taux minimal. C'est comme ça, c'est genre notre zone jaune. C'est-à-dire si jamais on descend en bas de ça, c'est une situation jaune, en se disant que vert, tout est beau. Jaune, c'est ça commence à se dégrader parce que là, on commence à payer des frais bancaires inutiles. Puis rouge, c'est vraiment la catastrophe. Il faut changer de cap tout de suite. Capiche? Finalement, aucun planificateur financier, aucune personne qui se connaît en finance va vous dire de faire un budget sans considérer l'inflation. On l'a vu, le prix des aliments, du panier d'épicerie, tout a augmenté depuis la COVID pour toutes sortes de raisons. Ça aussi, si vous voulez comprendre l'inflation, on va faire une autre vidéo juste sur ça. Mais ça vous prend quand même un chiffre pour l'évaluer. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Si vous regardez la petite description, ça va prévoir l'augmentation des dépenses prévisionnelles. Donc, ce qui est réel dans votre historique, ça ne peut pas changer parce que c'est ça que c'était. Mais tout ce qui est en prévision, ça va faire augmenter de X% par année. Si vous voulez comprendre comment on le calcule par mois, c'est X% divisé par 12. Donc, si c'était 12%, faites le calcul, combien qu'on ajoutera chaque mois? 1%! Yes! Bravo! Puis c'est 1% du mois juste avant. En tout cas, ça va dire, les formules calculent tout ça pour vous, pas de cassage de tête à faire. Mais vous devez quand même écrire un chiffre là, suivi du pourcentage, parce que c'est important que ce soit en pourcentage. Ça ne s'applique pas à vos revenus. Donc, le 5% ne fera pas augmenter votre salaire de 5%, ne fera pas augmenter vos revenus de location, vos revenus de rente, vos revenus de REER, de whatever, les dons de papa et maman. Ce qui vous fait vivre, ça ne fera pas augmenter de 5%. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire vous-même, où on suppose que dans la prochaine année, votre revenu ne va pas changer. Pourquoi? Parce que si on suppose que votre revenu va rester fixe, mais que les dépenses vont augmenter, si ça crée un problème quelque part, on le sait qu'on va être dans une situation déplorable et à changer. Sauf que si votre salaire, lui, augmente, puis qu'on n'avait pas prévu l'augmentation, on va être dans une meilleure position que ce qu'on avait imaginé, et ça, c'est parfait. Okay? On ne veut pas, imaginer un avion, là, on ne veut pas que l'avion rase la cime des arbres, c'est trop dangereux. Okay? On veut qu'il y ait une zone tampon suffisante pour pas qu'on crash notre avion financier. Alors, j'ai mis 5% par défaut, juste parce que les dernières années ont été assez intenses. Et que j'aime mieux prévoir une situation qui serait pire que d'être trop la schtroumpf, la vie est donc belle. Puis que là, après ça, tout crash parce qu'on n'avait pas prévu une augmentation des dépenses de 5%, qu'on avait juste pensé un petit 2%, comme c'est la moyenne depuis 1915. Alors voilà. Taux d'inflation, mettez ce que vous voulez, mais je vous recommande quelque chose qui est à la fois réaliste, puis un petit peu plus exagéré que ce qu'on pourrait s'attendre. Comme ça, si la situation est meilleure, on va être content d'avoir plus de surplus, mais si la situation est pire, ben au moins on aura déjà prévu quelque chose de grave. J'espère que ça va jusque-là. Ça fait quand même un bout de temps qu'on va en chance. Les informations qui sont en dessous. La manière que le budget prévisionnel ou le budget de trésorerie est construit, c'est que vous allez toujours avoir le groupe qui commence avec les entrées d'argent puis les sorties d'argent. Éventuellement, il va peut-être avoir les transferts, mais les transferts, si à la fin de l'année, vous avez un transfert qui n'est pas à zéro, il y a un problème quelque part. Okay? Normalement, vos transferts auraient toujours dû être, il y a de l'argent qui est sorti d'un compte puis de l'argent qui est rentré dans le compte, donc les deux s'annulent. Vous suivez ma logique? Il faut juste les recatégoriser si jamais ça vous crée un montant qui n'est pas à zéro à la fin de l'année. Ou à la fin du mois. Ce qui est en vert, c'est les entrées d'argent, pour plus de simplicité du premier coup d'œil. Et quand on parle d'entrée d'argent, normalement, les montants ici devraient être positifs, ce qui est le cas. Et les sorties d'argent devraient être en négatif, ce qui, on peut voir, est le cas. Si jamais je veux... Ça, pour moi, c'est trop de détails. Okay? Le groupe, lui, je ne peux pas changer, mais ici, j'ai fait en sorte qu'on peut y aller aussi juste en affichant le sous-groupe.
Donc, vous voyez ici, le sous-groupe, ça vient réduire la quantité de choses visibles et c'est plus intéressant pour la consultation. On voit ici, les transferts sont en noir. Et comme je vous ai dit, j'ai un petit problème dans mon transfert ici parce que je ne suis pas à 0. Ça, je vais aller régler ça plus tard, mais je veux juste vous montrer qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Ici, gouvernement aussi, on peut se poser la question, pourquoi gouvernement c'est en positif? Ben, c'est parce qu'on récupère plus d'impôts que ce qu'on en paye, tout simplement. Voilà. Ce qui se passe ici, pour vous expliquer, on a nos prévisions mensuelles connues. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, retournez voir les étapes initiales dans la feuille config. C'est tout simplement dans la feuille config setup, on se rappelle, si on vient ici, les prévisions, c'est ce qu'on a écrit dans ce qu'on pense qu'on va faire ou ce qu'on peut prévoir avec nos calculs, puis on copie le montant des calculs ici, puis on peut déterminer la fréquence, puis ça nous donne un équivalent par mois. Et on peut retourner au budget en cliquant ici dans la feuille, ça nous ramène là. Donc si je clique sur modifier les prévisions, ça m'amène normalement à la bonne place, donc dans le prévision. Puis une fois que j'ai changé mes prévisions, je peux tout simplement à la droite cliquer sur retour au budget, puis ça me ramène ici. J'ai fait ça le plus simple et convivial pour vous. Ensuite, vous allez voir afficher quand il y a des choses à afficher. Donc, les prévisions mensuelles connues vont être là. Et quand il y a des prévisions mensuelles connues, c'est ça qui va prédominer dans les zones prévisions. On va tout de suite aller voir de quoi je parle. Si je me dirige à droite, vous voyez en haut, ici dans la ligne 11, vous voyez que... vous voyez pas. Vous voyez que c'est écrit réel vis-à-vis janvier 2023. Ben ça veut dire que comment je veux dire, dans les dates les plus récentes de la feuille détail, ben janvier 2023 a été dépassé. Okay? Donc ça, c'est important quand vous faites votre mise à jour de vos transactions, faites tous vos comptes en même temps. Pour un mois en particulier, faites-les tous en même temps parce que les transactions réelles vont s'afficher comme étant réelles. Et là, ça peut fausser vos informations. Si vous avez juste fait un compte, ben là, ça va pousser la date du réel plus loin, alors que ce ne sera même pas tous vos comptes qui vont avoir été réconciliés. Quand je continue à me diriger vers la droite, ah, voilà. Donc ici, on peut comprendre que mes dernières transactions que j'ai réconciliées s'arrêtent au mois d'avril. C'est-à-dire que le mois de mai, lui, est encore des projections. Et ça veut dire que les chiffres qui sont en dessous sont issus des projections. On peut voir ici le chiffre, le montant de 2933,24 qui se répète, parce que, comme je vous l'ai dit, l'inflation n'est pas tenue en compte là-dedans. Si je prends par exemple l'inverse, un montant de dépenses, vous voyez ici 1862,19. Le mois d'après, on est rendu à 1869,94 et ça augmente à chaque mois à cause de l'inflation. OK? Donc ça, c'est nos prévisions. Donc dès qu'il c'est écrit projection ici, puis c'est en jaune, ben ça va utiliser les projections. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Sébastien, là, c'est parce que de l'autre côté, tu avais juste une affaire. Oui, j'avais juste celui-là qui était comme prévision. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui donne la priorité. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose d'écrit là, c'est ça qui va être affiché dans la prévision. Sinon, c'est la moyenne mensuelle basée sur votre historique qui va être affichée. Donc, toute cette colonne-là, ici, la colonne H dans la version actuelle, ce sont les historiques. Donc, c'est la moyenne mensuelle de toutes les colonnes réelles dans votre budget. Colonnes réelles qui sont évidemment importées de votre feuille de détail, qui elle-même a importé toutes vos transactions que vous avez réconciliées. C'est pas génial? Alors, par défaut, il va tout simplement prendre la moyenne, puis il va dire, ben, si je me fie à la moyenne, ça va être ça les projections, et je vais rajouter l'inflation. OK? Donc, si vous voulez pas vous casser la tête, que vous savez pas trop comment planifier votre budget, faites juste faire ça, puis ça va planifier pour vous. Mais là, évidemment, ça ne prend pas en considération si vous avez eu des dépenses particulières dans l'année, comme des grosses réparations de maison, ou vous avez acheté un bateau, vous avez vendu quelque chose. Donc, ce genre d'informations-là, vous ne pourrez pas le voir dans la version actuelle du budget.
Avant, j'avais fait plein de détails qu'on peut aller chercher, mais ça devenait trop compliqué pour une première version pour des gens qui veulent juste savoir où vont leur argent. Mais vous pourrez le faire dans votre propre tableau de bord ou demander avec un gros « S'il vous plaît, Sébastien, fais-nous un tableau de bord qu'on va pouvoir t'acheter » et ça va me faire plaisir de le faire. Mais il y a aussi la troisième façon d'analyser notre situation financière. Si ça vous intéresse, vous pourrez chercher pour cette vidéo-là. Je ne suis pas certain si ça va pas être un tutoriel payant ou non. Peut-être que par amour, je vais le garder gratuit et accessible à l'humanité. Vous avez ici en haut, avant d'aller trop loin puis de dire n'importe quoi, la moyenne mensuelle basée sur l'historique. Ce chiffre-là est très important parce que ça, c'est la variation mensuelle. La ligne 12, c'est la variation mensuelle de chaque mois. Donc, à droite, on a mois par mois. Donc ici, moins 122,34 en janvier 2023. C'était ça mon solde, si vous voulez. Ça veut dire tout compte confondu, il est sorti au final 122,34 au mois de janvier 2023. Et si cette tendance-là se maintient, je vais être dans la chenoute. Février, c'est encore pire. Il y a beaucoup moins d'argent qui est rentré. Et ça continue comme ça, ça continue comme ça. Je vais vous montrer un peu plus en détail, un peu plus loin. Alors, si je me déplace encore, voilà, ouf, ça remonte. Ça, c'est tout simplement parce qu'on se paye par boni, donc on se fait un gros versement 2 fois par année. C'est pour ça que ça arrive comme ça. Vous, ça va donner autre chose, évidemment, mais ce que vous voulez voir, c'est quand est-ce que vos mois d'entrée d'argent sont fréquents, donc quand est-ce que ça arrive, puis quand est-ce qu'il faut, au contraire, vous prévoir votre fonds de roulement si vous êtes un travailleur autonome, par exemple. La moyenne de tous ces mois-là, du réel, évidemment, parce qu'on ne fait pas la moyenne des prévisions, on fait la moyenne du réel, ben, c'est ici que ça apparaît. Donc, la variation mensuelle moyenne basée sur l'historique, si ce chiffre-là est vert, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Si ce chiffre-là est rouge, il faut chercher le problème. C'est là qu'une analyse plus approfondie avec les tableaux croisés dynamiques va être utile. Et vous vous rappelez la colonne importance, c'est là qu'on va commencer notre travail à chercher dans cette colonne-là, qu'est-ce qu'on peut aller couper, surtout dans la catégorie 3, dans l'importance 3, des choses qui sont absolument pas nécessaires, qui sont discrétionnaires. En haut ici, vous voyez, c'est écrit « Tout est OK ». Ça, c'est parce qu'on voit la variation du solde. Si vous avez rempli ces informations-là, on a commencé à 15 000, moins 122,34 $. Ça veut dire qu'il me resterait ça dans le total de mes liquidités disponibles serait à ça à la fin de janvier 2023, ça à la fin de février, ça à la fin de mars, et ainsi de suite. C'est ce qui nous permet de voir si jamais, mettons qu'on commence avec moins d'argent, mettons qu'on commence avec 5 000 $ ici, ben là vous allez voir que, ouf, le message vient de changer, puis ça nous dit que notre fonds d'urgence est maintenant nécessaire. OK? Ça, c'est le fameux jaune. Si jamais j'en ai encore moins, mettons qu'ici j'ai 2500 et non pas 25 000, puis qu'ici je commençais à 2500 aussi, ben là, ça devient rouge. Parce que, comme je l'ai dit, zone rouge, c'est qu'on va manquer d'argent dans le trésor. La fameuse mutinerie dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, une fois qu'on voit ce message-là en rouge, on peut regarder c'est quand que ça va arriver. Alors, on est dans zone jaune en janvier, en février, puis là, c'est en mars que ça se produit. Ça, ce que ça veut dire, si vous avez une situation financière tellement serrée que vous n'avez pas suffisamment de liquidité, de fonds de réserve ou de fonds d'urgence dans vos comptes, ça veut dire que vous allez être obligé d'aller prendre une marge de crédit ou d'emprunter de l'argent à quelqu'un. Papa, maman, s'il vous plaît! Je vous souhaite que vos parents sont assez riches pour pouvoir vous supporter dans une telle situation. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller consulter un conseiller en sécurité financière à votre institution financière préférée qui devrait pouvoir vous aider à redresser la situation. On peut aussi vous aider avec ça, même si je n'ai plus le droit légal de vous donner des conseils financiers, je peux quand même vous enseigner ce que je sais et vous encourager à le faire par vous-même et à trouver vos propres réponses par vous-même avec l'information disponible gratuitement sur Internet, incluant des vidéos comme celle-ci. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, à nous envoyer un courriel, un message sur notre groupe Facebook, notre page Facebook, je devrais dire,
Et si vous aimeriez voir des détails plus intéressants, des feuilles nouvelles, comme le fameux tableau de bord dont j'ai déjà parlé, n'hésitez pas à venir nous le demander. On est là parce qu'on veut vous faire évoluer vers la meilleure version que vous êtes capable d'être. Dans ce cas-ci, on parle financière, mais la situation financière, c'est le premier niveau pour après ça pouvoir aller plus loin, voir l'argent disponible pour pouvoir aller faire des formations dans la bonne direction, pour que vous soyez capable de présenter votre meilleur à votre famille, à vos enfants surtout, à vous-même, que vous puissiez être en meilleure santé, plus heureux, puis qu'ensemble on puisse avoir un monde le meilleur possible. Je vous laisse sur cette belle parole philosophique et moralisante. J'espère que vous avez apprécié la finalité du budget qu'on vous a créé pour vous. On espère que vous allez aussi aimer découvrir nos autres outils. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter, puis à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube et peut-être d'autres au moment où vous allez regarder cette vidéo. Merci beaucoup pour vos encouragements. À bientôt. Bye!